Bonjour à toutes et tous. On va pouvoir démarrer. Je pense qu'il y a un certain nombre de participants qui vont nous rejoindre dans les 5 prochaines minutes. Merci pour votre participation à ce nouveau webinaire qui va porter aujourd'hui sur les méthodes pour concevoir, évaluer et optimiser un véhicule électrique. L'idée étant de pouvoir discuter sur l'état de l'art des méthodes, avec les grandes questions actuelles sur est-ce que je me projette sur un véhicule plutôt électrique batterie, est-ce que je suis plutôt sur des technologies hydrogène. Donc voilà, ça va être tout l'enjeu et la discussion de cette matinée. En termes d'organisation, pour vous participants, votre micro est coupé ainsi que votre caméra. Alors, vous avez bien entendu à votre disposition l'onglet questions-réponses ou le chat. Ça vous permet de poser des questions pendant le fil de la présentation de chacun des intervenants. On sélectionnera à l'issue de chacune des interventions plusieurs de vos questions. Voilà, on va avoir un temps d'à peu près 5 minutes d'échange à l'issue des interventions. Également, pour précision, à l'issue du webinaire, un sondage va vous être diffusé. Ça vous permettra de donner votre avis sur son déroulé et puis également de nous faire part d'éventuels besoins avec la thématique qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, je vais laisser dans le déroulé chacun des intervenants se présenter dans le détail. Simplement rappeler que le webinaire, il se déroule sur 4 temps. Une première présentation de Malek Ganès, enseignant-chercheur à Centrale Nantes, qui présentera l'état de l'art des méthodes et des outils sur la propulsion électrique des véhicules. Ensuite, une deuxième intervention de Guillaume Clavel, responsable technique chez AC Systèmes, sur les approches MBD pour concevoir des systèmes d'énergie embarqués. S'en suivra une présentation de Claude Andrieux de la société Immersive pour présenter des technologies batteries notamment adaptées à des chaînes de traction hydrogène. Et puis, une dernière intervention d'Arnaud Couty de FA France en tant que retour d'expérience d'un intégrateur sur l'électrification de différents profils de véhicules. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la main à Malek Ganès pour la première présentation de cette session. Ok, merci Sébastien. Donc avant de commencer, je vais devoir partager mes slides. Alors, je vais mettre en plein écran. Est-ce que vous arrivez à voir mes slides? Oui, on voit très bien, Malek. D'accord. En plein écran, il n'y a pas de souci. Ok, bon, ben, très bien. Merci Sébastien pour la présentation, pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malek Ganès, professeur des universités à Centrale Nantes, au laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un état de l'art des méthodes et outils qu'on a développés dans le cadre de la chaire entre Centrale Nantes et Renault sur l'amélioration des performances des véhicules électriques. Principalement, il y a une partie sur les véhicules électriques hybrides. Alors, bien évidemment, c'est des activités qu'on a maintenant commencé il y a un peu plus de 5 ans pour justement permettre de réduire les coûts des véhicules électriques afin de les rendre plus abordables à tout citoyen lambda. Et bien évidemment, tout en maintenant un niveau d'exigence élevé sur la sécurité et la fiabilité de ces véhicules. Alors ici, je vous montre les 3 axes de recherche, le programme de formation et les bancs de test qu'on a développés dans le cadre de la chaire. Alors, le premier axe est consacré à la commande, au contrôle des
des moteurs de propulsion qui font la propulsion du véhicule et aussi des convertisseurs statiques qui génèrent les puissances d'alimentation au moteur qui fait la propulsion. Donc, je vais y revenir sur ces axes de recherche justement pour vous présenter les méthodes et outils qu'on a développés. Le deuxième axe de recherche concerne la gestion de l'énergie, comme vous le voyez ici, et le contrôle de la charge et de la décharge des batteries dans les véhicules électriques et aussi hybrides. Et le troisième axe de recherche concerne plutôt une partie sur le véhicule électrique, la commande du véhicule électrique hybride série avec un mode de fonctionnement sans batterie principale. Donc, je vais y revenir sur ces trois axes-là. Nous avons aussi, comme je vous le disais, défini un programme de formation qu'on a lancé maintenant depuis 2020, qui a été labellisé par l'Europe. Et c'est un master donc international, Erasmus Mundus, qui porte sur la propulsion électrique et son contrôle. Des bancs d'essai, comme je vous le disais, qu'on a mis en place. Et si j'ai un peu de temps, je vais vous montrer la vidéo du banc d'essai sur la propulsion électrique à l'échelle 1 avec le test des moteurs de la Zoé. Et récemment, suite à la prospective de cette chaire-là, on a obtenu un projet CPER Genius, financé par la région, Nantes Métropole, l'État, le FEDER, sur la gestion d'énergie renouvelable associée à du stockage à base de l'hydrogène. Et l'objectif est de mettre en place une plateforme d'essai à l'échelle 1 sur notamment cet aspect lié au stockage à base de l'hydrogène. Alors, dans le premier axe qui concerne la commande des moteurs de propulsion et des convertisseurs statiques des véhicules électriques, on a d'abord travaillé sur l'estimation de position de ces moteurs de propulsion sans capteur de position, sans capteur mécanique de cette position-là, notamment pour réduire les coûts. Et les méthodes et outils qu'on a utilisés, c'est d'injecter des signaux haute fréquence pour pouvoir estimer la position à partir de ce signal haute fréquence, et ceci en l'absence bien évidemment du capteur mécanique. Alors, pourquoi on fait cette injection-là? Parce qu'il y a des zones de fonctionnement du véhicule, donc du moteur de propulsion, notamment à basse vitesse, où en utilisant uniquement les mesures, qui sont les courants de ces moteurs-là, on ne peut pas observer la position, on ne peut pas voir la position et donc effectuer le contrôle du véhicule. Et donc, grâce à cette injection-là, on va pouvoir rendre ce moteur-là dans les zones à basse vitesse observables et pouvoir estimer la position. Je vous donne juste un exemple. Typiquement, quand le véhicule est à l'arrêt sur une pente, le contrôle, s'il n'a pas l'information sur la position, il ne peut pas démarrer le véhicule. Et donc, l'une des originalités qu'on a apportées par rapport à l'existant, c'était donc d'estimer la position à partir du signal d'injection haute fréquence, et ceci en s'affranchissant de la connaissance des paramètres magnétiques que vous voyez ici, du moteur de propulsion qui varie beaucoup avec la saturation magnétique. Donc, on a construit ce qu'on appelle des capteurs logiciels pour pouvoir estimer la position sans utiliser le capteur de cette position. Alors, les travaux qu'on a menés ici ont été faits dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue en 2019. Ces travaux-là ont été validés sur un banc d'essai de petite puissance et le passage à l'échelle est en cours. Sur ce premier axe aussi, on a travaillé sur plutôt maintenant la surveillance du couple développé par les moteurs de propulsion de ces véhicules électriques. Juste pour vous donner une situation de fonctionnement, typiquement dans les véhicules électriques et hybrides de Renault,
si la différence entre le couple développé par le moteur de propulsion et celui qui est imposé par le conducteur en appuyant sur la pédale d'accélération dépasse les plus ou moins 5%, la traction s'arrête chez Renault. Alors, pour surveiller le couple chez Renault, ils utilisent des tables. Et nous, justement, l'objectif, c'est de supprimer toute cette table-là et de surveiller le couple en temps réel en utilisant des capteurs logiciels permettant d'estimer le couple en estimant le flux, puisque le couple, c'est un produit flux courant. Et ceci, comme je vous le disais, en prenant en considération des paramètres magnétiques, la variation de ces paramètres magnétiques qui varient beaucoup avec les saturations magnétiques de ces moteurs de propulsion qui font la propulsion du véhicule. Alors, la même chose, les capteurs logiciels qu'on a développés pour surveiller le couple dans les véhicules électriques et hybrides de Renault ont été testés sur un banc de petite puissance et le passage à l'échelle est en cours sur le banc de la propulsion électrique à l'échelle 1 qu'on a développé. Ensuite, donc ça, c'était beaucoup plus les aspects, on va dire, estimation, observation. On a aussi travaillé sur les aspects contrôle des convertisseurs de puissance qui génèrent, comme je vous le disais, la puissance en moteur de propulsion, qui fonctionne avec des commutations, enfin, qui commutent ces convertisseurs-là, commutent à des fréquences basses. Et là-dessus, l'une des originalités qu'on a apportées par rapport aux méthodes et outils existants dans la littérature, c'est d'introduire des méthodes d'optimisation qui vont relaxer les hypothèses de symétrie usuellement utilisées dans les convertisseurs qui sont utilisés dans la propulsion. Donc, ceci, comme vous le voyez ici, va permettre de réduire les harmoniques de tension appliquées au moteur, comme vous le voyez sur cette courbe-là. Et ceci a pour avantage de réduire les pertes et ainsi augmenter l'autonomie du véhicule électrique ou hybride, sachant que l'autonomie est l'un des maillons faibles du véhicule électrique. Donc, ce travail-là est en cours dans le cadre d'une thèse d'Adrien Bourjade qui va être soutenue en fin d'année. On a validé ces travaux-là sur un banc aussi à échelle réduite et le passage à l'échelle 1 est en cours. Sur le deuxième axe concernant la gestion d'énergie et le contrôle de la charge et la décharge des véhicules électriques, les premiers travaux ont porté sur l'optimisation de la recharge des batteries, c'est-à-dire la planification de la charge et de la décharge, dans le cadre de la thèse de Yassir Damal qui a été soutenue en 2020. Et ici, on a proposé des solutions originales par rapport à ce qui existe dans la littérature, permettant à l'utilisateur d'un véhicule électrique de charger, c'est-à-dire d'acheter l'électricité, ou de décharger le véhicule, c'est-à-dire de vendre l'électricité, par exemple, au réseau, avec des coûts préférentiels optimisés. Et ceci en prenant un certain nombre de contraintes, principalement la température, qui n'était pas considérée dans les algorithmes d'optimisation proposés dans la littérature. Et justement, l'originalité de ce travail-là, par rapport à l'existence, c'était de prendre en considération dans l'algorithme d'optimisation le pas de calcul de cet algorithme-là variable et de le considérer comme étant une contrainte, ce qui a pour avantage de réduire les temps de calcul, ça c'est vraiment important, et d'assurer bien évidemment à l'utilisateur de charger son véhicule ou de le décharger avec des coûts préférentiels. Alors, les solutions qu'on a proposées ici ont été testées à l'aide d'une API, une interface programmable sur les bornes de recharge au TCR, au technocentre de Renault.
Alors, on a également, donc là, c'était beaucoup plus des algorithmes, on va dire, décentralisés, appliqués à un véhicule. On a aussi travaillé sur les algorithmes centralisés sur une flotte de véhicules. Et ici, on a les originalités qu'on a apportées par rapport à l'existant, c'était de montrer comment un ensemble de véhicules électriques peut participer à la fois à la stabilité du réseau en, en régulant la fréquence du réseau qui est ici schématisée par le transformateur de puissance, et aussi des limitations justement de puissance dues au réseau quand il y a une forte demande dans le réseau électrique. Et aussi, on a pris en considération le fait que les chargeurs de batterie des véhicules électriques doivent fonctionner avec des rendements qui sont maximaux. Voilà, ce qui n'était pas considéré dans la littérature. Alors, on a donc là sur ces aspects de gestion d'énergie, c'était beaucoup plus des algorithmes, on va dire, de haut niveau qui génèrent les références. Et on a travaillé aussi sur les algorithmes de contrôle de bas niveau sur un déchargeur de véhicules électriques de Renault et hybride aussi, pour pouvoir contrôler le bus d'essai du chargeur. Et les originalités qu'on a apportées dans le cadre de la thèse de Hussein Al-Attar qui est en cours, qui va être soutenue en fin d'année, c'était justement d'améliorer le contrôle du bus d'essai sur tous les points de fonctionnement, à savoir quand le véhicule se charge ou se décharge, G2V ou V2X. Ça peut être pour n'importe quelle charge, mais ça peut être aussi le X, ça peut être le réseau, ça peut être une charge isolée, etc. Et donc ici, ce qui existait, c'était plutôt du contrôle linéaire sur un modèle qui est valable uniquement sur quelques points de fonctionnement du chargeur. Et donc, nous, on a proposé des contrôles plutôt non linéaires pour couvrir tous les points de fonctionnement de la charge et de la décharge du chargeur. Alors, ce qu'il faudrait savoir sur cette activité, un chargeur Renault nous a fourni un chargeur qui est actuellement en cours de mise en place à Centrale. Et les tests seront prochainement menés. Donc, ça a fait l'objet, par exemple, du renouvellement de la chaire. Également, pour implémenter toutes les lois de contrôle, d'observation qu'on a développées sur un compilateur. Donc, il y a un compilateur Simulink VHDL donc, du FPGA qui est intégré dans les calculateurs des véhicules électriques de Renault pour, comme je vous le disais, implémenter les lois de contrôle et d'observation développées. Alors, il s'est avéré que ces ressources du calculateur ne sont pas minimisées complètement pour implémenter complètement les lois de contrôle, d'observation avec une certaine fréquence de calcul. Et donc, ces contraintes-là ont été surmontées dans le cadre de la thèse de Rémi Parot, qui est en cours, qui va aussi être soutenue en fin d'année, par la proposition d'une approche formelle sur la conception du compilateur, permettant ainsi d'intégrer les algorithmes d'optimisation qu'on a développés. Alors, concernant le troisième axe, qui est on s'est intéressé donc à la commande du véhicule électrique série avec un mode de fonctionnement, comme je vous le disais, sans batterie, utilisé principalement à basse vitesse, typiquement quand le véhicule fonctionne à des vitesses inférieures à 20 km/h. Et donc, la problématique, c'est de savoir comment transférer toute la puissance du groupe électrogène, donc du moteur thermique, vers le moteur électrique en utilisant une petite capacité de filtrage minimale. Et donc, pour répondre à ce cahier des charges
du véhicule électrique hybride série 100 batterie principale. On a proposé un contrôle aux perturbations singulières, comme vous pouvez le voir ici, permettant à la fois de contrôler le bus, la tension du bus d'essai aux bornes de la capacité de filtrage minimale et aussi de contrôler le régime du moteur pour avoir un rendement minimal. Et bien évidemment, tout en satisfaisant la demande, la demande du moteur électrique. Donc, ceci a conduit à un algorithme de génération implémenté chez Renault et des tests sur le banc véhicule hybride de petite puissance à échelle réduite qu'on a monté ici à Centrale. Donc voilà, sur le troisième axe. Ensuite, sur le programme de formation, comme je vous le disais, on a monté un programme, un master Erasmus Mundus, qui est sur la propulsion électrique et son contrôle, dont on est les coordinateurs, donc labellisé par l'Europe avec un label d'excellence. Et donc, il y a un schéma de mobilité, il y a toutes les informations sur ce master-là que vous pouvez retrouver sur le lien suivant. Donc, on est coordinateur et il y a 3 autres partenaires académiques, à savoir Kiel en Allemagne, L'Aquila en Italie, Bucarest en Allemagne, et des partenaires aussi industriels tels que Renault, Airbus, Daimler, et aussi des partenaires académiques associés tels que l'ETS de Montréal, Wuhan Université et Cinestat. Donc maintenant, si j'ai un peu de temps, je vais essayer de vous faire passer la vidéo sur le banc d'essai qu'on a monté avec Renault, avec une puissance de 160 kW, qui est la puissance actuelle, par exemple, des nouvelles Mégane électriques de Renault, avec une puissance qui peut aller sur les moteurs qui sont embarqués dans les Mégane, ils peuvent atteindre des puissances de 160 kW pic. Et donc là, si j'ai un peu de temps, je peux vous lancer cette vidéo. La propulsion du véhicule électrique est ici assurée par le moteur de la Zoé, équipé de son ventilateur et de son capteur de position rotorique absolu. Réducteur de vitesse mécanique, faisant office de multiplicateur de couple. Couplemètre, capteur de mesure du couple réel en vue de validation d'observateurs numériques. Simulation de la route et du comportement du conducteur, montée, descente, accélération, freinage, par un moteur de charge. Automate de supervision, gérant des systèmes d'alerte et d'alarme sur intensité, température excessive, ou suivi de protocole de mise en marche du banc d'essai. Simulation de la batterie du véhicule. Conversion du secteur triphasé en une tension de bus continue variable de 0 à 450 volts. Conversion de la tension continue issue de la batterie simulée en tension triphasée adaptée au moteur, dont on peut régler l'amplitude et la fréquence, ce qui permet de modifier le couple et la vitesse du moteur, donc du véhicule. Environnement numérique temps réel, où sont exécutés les programmes développés et interfaces électroniques.
diagramme de commande, de contrôle et d'observation sous MATLAB Simulink, développé par les chercheurs. Interface d'instrumentation et d'expérimentation permettant la modification des paramètres de commande et la visualisation temps réel des variables souhaitées, vitesse, courant, tension, etc. Alex, on va devoir écourter et d'alarme en liaison avec l'automate. Pupitre de mise. Bon, bah, j'ai arrêté, puisque apparemment, Oui, il y a un temps à oui, respecter. désolé, oui, effectivement, Non, Malek, il n'y a pas de souci. Hein. c'est juste pour qu'on J'étais puisse passé un peu avec la vidéo, ouais. ouais, c'est juste pour qu'on puisse tenir le timing. Merci en tout cas pour ta présentation très, très complète. J'ai été déconnecté 2 petites minutes. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient posées au niveau de la discussion, mais là, j'y ai plus accès. J'ai juste en tête une question au moment où tu abordais le sujet des convertisseurs, je crois. Quelqu'un parlait d'utilisation actuellement dans ces systèmes de capteurs de type SIL2, avec des sujets de redondance notamment. Et il posait la question si, en termes de qualité, on avait des capteurs de type logiciel, capteurs logiciels qui pouvaient atteindre ce degré de précision. Alors, je ne sais pas sur quel sujet précisément ça s'inscrit, mais voilà, c'était le comparatif entre un capteur physique SIL2 et des capteurs logiciels en termes de précision. OK. Merci pour cette question-là. Nous, comme on utilise des capteurs logiciels, donc des algorithmes permettant d'estimer les grandeurs, soit de couple ou de position. Et donc, c'est à nous de fixer la précision de cette estimation dans l'algorithme au moment de l'implémenter sur des cibles temps réel de type DSP ou FPGA. Donc là, on a la main sur cette précision-là d'estimation avec les réglages notamment que l'on fait sur les algorithmes ou ces capteurs logiciels. Mais bien évidemment, on utilise un minimum de capteurs pour pouvoir faire donc l'estimation avec des capteurs logiciels et notamment on utilise des capteurs de courant. Et donc ces capteurs de courant-là, ils ont bien évidemment leur précision. Et après, voilà, plus la précision de ces capteurs de courant est bonne, plus ils sont coûteux. Et donc, nous, on essaye d'utiliser des capteurs de courant puisque l'objectif, c'est vraiment de réduire les coûts de ce véhicule électrique, d'utiliser les capteurs de courant qui ont une précision, on va dire, pas très élevée. Donc, on va faire un compromis sur cette précision-là au niveau des capteurs de courant, de telle manière à utiliser l'information sur les courants pour pouvoir avoir une estimation de position et de couple qui est acceptable et qui garde les mêmes performances, voire des performances meilleures que si on utilisait un capteur physique de position de couple. D'accord. Merci Malek. Il y a d'autres questions. On va devoir donner la main à la deuxième présentation. Il y a d'autres questions qui sont posées au niveau de l'onglet discussion, questions-réponses. Malek, si tu souhaites y répondre directement dans le chat, il n'y a pas de souci. Je te laisse. Donc, j'arrête mon partage. OK, parfait. Et donc, je vais donner la main à Guillaume Clavel, Société AC Systèmes. Sur des sujets d'optimisation via des approches model-based design. Est-ce que vous voyez mon écran Oui, on voit bien l'écran. Ok, super.
Bonjour, déjà je me présente, Guillaume Clavel, je suis responsable projet chez Axystem depuis 2015 et je vais vous présenter en fait en quoi le modèle based design peut vous aider dans le développement de vos softwares et notamment en l'illustrant en fait sur une problématique qu'on a eu à développer en 2021, le cas d'un module énergétique hybride solaire-hydrogène. Alors, pardon. Pardon. Tout d'abord, quelques mots sur Axystem. Donc, Axystem, on est basé à Rennes, en fait, et on existe depuis une vingtaine d'années. On est spécialisé, en fait, dans le développement des algorithmes embarqués et plus particulièrement, on utilise pour développer nos algorithmes cette approche, l'approche model-based design, et on peut vous accompagner si nécessaire dans cette approche, soit par du forfait jusqu'à de la formation pour vous aider à le déployer dans vos sociétés. Alors, tout d'abord, un rapide aperçu de qu'est-ce que le model-based design. Donc, l'idée, c'est comme le nom l'indique, c'est d'utiliser des modèles pour développer du software. Donc, pourquoi des modèles pour pouvoir réaliser des tests fonctionnels assez tôt en fait, dans la phase de développement du software. Et pouvoir rapidement voir si le software qui est en train d'être développé va répondre aux besoins. Développer de manière agile dans l'idée en fait, de pouvoir avoir un développement incrémental en fait, du software, donc pouvoir avoir des itérations sur son développement et rapidement en fait, se valider qu'il n'y a pas eu de régression en fait, dans les fonctionnalités précédentes embarquées. Et le dernier point, pouvoir rapidement déployer du code sur une cible temps réel et valider le code déployé et le hardware dans un environnement modélisé. Voici ce que permet en fait le model-based design. Et donc pour pouvoir déployer cette démarche, il y a un certain nombre de prérequis à avoir. Donc des exigences qui soient définies sur la base de scénarios et d'attendus vérifiables, une architecture fonctionnelle développée pour pouvoir designer en fait un modèle et à quoi doit répondre le modèle, le développement d'un modèle physique en face du software pour émuler les entrées du software et pouvoir vérifier les performances obtenues. Et enfin, dans la logique de pouvoir le déployer sur une cible temps réel, d'avoir un moyen de prototypage pour pouvoir faciliter le test sur moyen physique. Alors, pour pouvoir illustrer l'utilisation de la démarche MBD, je vais m'appuyer sur un projet qu'on a fait en 2001, donc dans le contexte H2X. Donc, H2X, c'est une société bretonne qui essaye de déployer en fait, des solutions à base d'hydrogène sur des territoires et en utilisant des capsules hydrogène pour assurer de la... Alors ici, l'exemple qui est pris, c'est de la mobilité sur base de voitures, mais d'autres modèles de déploiement peuvent être utilisés. Et donc, en 2021, on s'est focalisé sur le développement d'un contrôle-commande qui va répondre à ce service. Et donc, je vais m'appuyer sur ce sujet-là pour vous présenter en 5 points en quoi le modèle based design a pu nous aider dans le développement du contrôle-commande. Donc, le premier point, donc on était dans un contexte on va dire réglementaire sévère avec du coup de la mobilité et le vecteur hydrogène. Donc il y a des normes applicables qui sont assez importants en fait dans ce contexte-là. Et donc l'objectif c'était, en tout cas pour répondre à ce contexte-là, on avait besoin d'appliquer les meilleurs standards et on s'est appuyé sur l'ISO 26262 pour assurer en fait que notre développement allait permettre d'atteindre un risque résiduel acceptable. Et donc, pour pouvoir atteindre ce risque, l'ISO nous pousse à renforcer la démarche d'exigence
et de renforcer les techniques de vérification en fait, du software, puisque là, ici, nous étions plutôt dans le développement software. Et donc, à travers le modèle Base Design, on va pouvoir du coup s'appuyer sur la logique en fait, de définition des exigences, complétée par des ateliers qu'on avait mis en place pour définir plus précisément le besoin, et appuyé par une analyse fonctionnelle qui nous permet de définir un certain nombre d'exigences qu'on va pouvoir du coup définir en scénario et pouvoir les tester, les vérifier tout au long du développement en fait, du software. Et on pourra même être amené à revenir sur ces exigences si elles doivent être complétées au vu du fonctionnement qu'on obtient au cours du développement. Le deuxième point en fait, sur lequel je vous apporter en fait en quoi le modèle Base Design peut nous aider, c'est notamment dans le cadre de problématiques modulaires. Donc ici, notre système devait répondre à plusieurs cibles applicatives. On devait à la fois pouvoir répondre à une application sur du nautisme, de la mobilité, mais aussi du stationnaire. Donc c'était différents usages et donc ces usages amenaient des contraintes potentiellement différentes et des fonctionnements différents. On avait une définition technique qui pouvait être variable. La surface de panneaux solaires en fait, de notre système pouvait être différent. Les volumes de stockeurs énergétiques, que ce soit batterie et hydrogène, pouvaient être différents. Et on avait pour objectif d'avoir une seule architecture de contrôle qui répond à l'ensemble de ces besoins. Et le modèle Base Design va nous aider en fait, dans ce développement, puisqu'on va pouvoir assez tôt en fait, dans le développement du software, envisager ces différentes applications et pouvoir les tester en parallèle assez rapidement dans le développement du soft, et accompagné en fait, de langages de type graphique. Donc ici, nous avons utilisé Simulink. On peut aisément en fait, prendre en compte cette modularité et la traiter de manière non interprétable et assez simple à tous les niveaux. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'était on était sur un système donc, qui était hybride, avec à la fois des panneaux solaires, de l'hydrogène, des batteries lithium-ion, et on avait un cahier des charges assez ambitieux sur l'utilisation, en fait, les usages qui étaient envisagés. Donc on devait couvrir l'ensemble des climats, grand, froid et chaud, et avec des organes dont les plages de fonctionnement ont chacun des plages de fonctionnement en température réduite. Donc, pour pouvoir superviser et assurer un fonctionnement optimal, on avait besoin de prendre en compte le couplage entre ces différents systèmes physiques. Et la démarche modèle multiphysique va nous aider assez tôt dans le projet pour appréhender ces problématiques. Et donc ici, on est parti sur des modèles de type Simscape, donc du multiphysique qui couvre différentes problématiques thermiques, électriques, fluidiques et mécaniques rotationnelles. On va pouvoir en fait appréhender par le modèle des couplages et pouvoir développer un contrôle commande qui va superviser l'ensemble, et ça sans forcément disposer d'un système physique complet en fait au banc. Donc c'est en ça que le MBD peut nous aider et faciliter un certain nombre de tâches. Le quatrième point sur lequel je voulais insister, c'est la partie optimisation. Donc, on souhaitait, donc notre client souhaitait forcément que son service soit optimisé. Donc, dans les services attendus, il fallait maximiser l'autonomie. Donc, maximiser l'autonomie, on avait plusieurs sources d'énergie disponible, du solaire et de l'hydrogène. Donc, il fallait pouvoir
maximiser la production solaire et ne pas mobiliser l'hydrogène quand il n'était pas nécessaire. Un autre point, on devait pouvoir aussi optimiser les recharges hydrogène et s'appuyer sur un réseau centralisé. Donc, il fallait pouvoir demander ces recharges au juste nécessaire et de manière optimum. Et donc, pour pouvoir faire ça, on a développé toute une approche autour de données prédictives en récupérant des informations météo et en prédisant en fait le besoin des usages et en restant connecté aussi avec le gestionnaire de services. Donc, le MBD va nous aider dans cette démarche-là, puisque via l'approche simulation, on va pouvoir itérer sur les différentes solutions et leurs limites et pouvoir de manière assez simple évaluer la performance obtenue et jusqu'à quel point en fait, le système est optimal. Et donc la simulation nous aide pour ça. Le dernier point sur la partie vérification, donc on était vraiment au départ sur une démarche modèle et simulation, et elle se complète avec une démarche physique et comment on apponte du coup le software développé sur cible. Malek en avait un peu parlé en fait dans sa présentation. Juste pour illustrer les différentes possibilités que permettent l'approche MBD. Donc, on peut envisager du coup la génération de code automatique et pouvoir, en ayant une première fois validé le modèle, valider que le code compilé est bien au même niveau que le modèle et s'assurer que du coup, on va pouvoir déployer un code qui répond aux exigences. Le deuxième niveau, Processor in the Loop, on peut, dans un second temps, évaluer que la cible, que le code compilé embarqué sur la cible est bien au niveau on va dire du temps réel qu'on cherche à obtenir et respecte les ressources à disposition. Et le dernier point, dans une démarche plutôt hardware in the loop, on peut imaginer compiler le code, l'embarquer sur la cible, et avec le modèle qu'on a pu développer, le basculer dans un simulateur temps réel pour pouvoir juger que le contrôleur respecte bien le fonctionnement attendu à partir du modèle qu'on avait développé. Et donc on peut à ce stade-là vérifier toutes les couches du système. Donc voilà, j'espère que... Donc c'était en conclusion. Donc l'idée, c'est de vous montrer que le modèle based design, c'est une méthodologie qui peut vraiment vous apporter pas mal de services en fait, dans le développement en fait, de systèmes électrifiés et donc qui s'appuie sur des exigences, des modèles et de la génération de code. Et elle permet d'atteindre les meilleurs standards en fait, de qualité et de sécurité. Et donc, cette démarche-là a été déployée dans le cadre du projet H2X Batman. Et elle doit répondre aux enjeux de certification associés à ce concept. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, j'espère que j'ai respecté les 15 minutes et que mon discours était compréhensible. C'est parfait, Guillaume. Merci pour votre présentation, très claire. À ce stade, je n'ai pas forcément de questions posées au niveau du chat, mais si on a du temps, hein, donc, si les personnes posent des questions a posteriori, on aura un temps d'échange en fin de webinaire. Merci encore, Guillaume. Et donc, je vais laisser la main à Claude Andrieux pour une présentation sur du design de batterie très adapté à des cas d'utilisation de véhicules hydrogène. Vous m'entendez? Parfait.
Parfait. Okay, super. Bonjour à tous, merci d'Effortcard de nous permettre de parler de notre technologie. Je suis Claude André, donc directeur général adjoint de Immersive. C'est une start-up, on a 3 ans d'existence, création en 2019. Donc on est tout petit, on est basé à Gradignan, au sud de Bordeaux. Et nous concevons et fabriquons des batteries refroidies par immersion, donc des batteries d'hyperpuissance. Donc vous allez voir le rapport avec l'hydrogène dans quelques minutes. Le propos de Immersive, c'est avant tout notre ambition, c'est de contribuer significativement à la réduction des émissions de CO2. Et notre ambition, elle va bien au-delà de ce que le Parlement européen a voté il y a 2 semaines à présent, c'est de basculer à l'électrique dès 2030 au maximum, et pas juste attendre en 2035. Et notre techno nous permet d'accélérer cela. Elle est basée sur 2 choses, l'immersion, le refroidissement par immersion, pardon, et ce que nous appelons nous des BTMS, donc des BMS avec le T au milieu, c'est le Thermal Management. Vous allez comprendre pourquoi. 3 éléments majeurs à retenir vis-à-vis de cette techno-là. Donc, les batteries sont des batteries lithium, hein, les cellules sont des cellules traditionnelles, celles qui se trouvent aujourd'hui dans le commerce, pas celles qui peut-être un jour existeront. Et donc, il y a 3 éléments majeurs à retenir dans les applications automobiles. Avant toute chose, c'est la possibilité d'avoir de l'ultra fast charging, donc avoir une recharge batterie en moins de 10 minutes, de 0 à 80, de prolonger significativement la durée de vie de la batterie, et enfin de chambarder complètement les ratios d'architecture permettant d'aller envisager d'embarquer moins d'énergie, c'est paradoxal, pour avoir plus de puissance. Vous allez aussi là comprendre pourquoi, et c'est là que justement l'hybride hydrogène s'intéresse beaucoup à cette type de batterie. À l'heure actuelle, les mieux-disants sur la recharge sont Tesla, Honda, c'est 30 minutes minimum avec des superchargeurs. Et l'inconvénient majeur, c'est qu'effectivement, c'est limité tout ça par les problématiques thermiques. Donc, l'état de l'art, c'est essentiellement de la plaque froide aujourd'hui pour le refroidissement des batteries. C'est un refroidissement indirect, hein, pas super efficace, qui permet toutefois de faire des choses plus sympas de ce que permettait de faire le Zoé il y a 10 ans. Et il n'y avait pas de refroidissement. Nous, on prétend aller à 10 minutes. Un tel raisonnement permettrait d'imaginer que demain, au lieu d'avoir soit des tanks électriques, soit des microcars, on puisse avoir des vraies berlines à des prix raisonnables, capables de satisfaire aux usages quotidiens, tout aussi bien que des usages de week-end ou de vacances lorsqu'on doit partir sur un périple plus important que celui qu'on réalise quotidiennement, et du coup faire que au lieu d'avoir 2 voitures à la maison, on n'en ait qu'une seule, et que ce soit une berline, et que ce ne soit pas un tank ni une microcar. La traduction de ce que nous ferions, c'est qu'effectivement, par rapport à ce qu'est la tendance aujourd'hui des constructeurs automobiles de faire toujours plus gros pour proposer des autonomies accrues, les records maintenant, c'est quasiment atteindre du 100 kWh. 100 kWh, c'est du poids, c'est surtout du prix et c'est surtout la consommation de matériaux pour finalement un usage qui, pour certains, peut être significatif et gros rouleurs, mais pour l'immense majorité des usagers, est totalement inutile et surtout inabordable en prix. Nous, ce qu'on propose, c'est de combiner sur des batteries beaucoup plus petites et sur lesquelles on gagne en poids, on gagne en coût et bien évidemment, on consomme moins de matière. Si on compare cette techno à ce qui se fait de mieux aujourd'hui, il y a aussi une vertu particulière, c'est l'aspect safety. On vient de parler juste à l'instant des standards de certification qui sont l'ISO 26262, donc ça ne fait pas tout, parce qu'il y a un élément majeur qu'un BMS n'arrêtera pas sur une batterie, c'est le risque d'emballement thermique. Dans le cas de l'immersion, nous avons l'assurance absolue de ne pas avoir d'emballement thermique du tout. La raison elle est simple, c'est que les cellules baignent dans un fluide diélectrique et que tout départ de destruction d'une cellule est immédiatement circonscrit et il n'y a pas de propagation aux cellules avoisinantes. Donc ça, c'est pas la théorie, c'est de la pratique. Nous avons réalisé de nombreux essais à la fois sur des cellules cylindriques, des cellules prismatiques. Il reste à faire sur de la poche, c'est un peu plus compliqué, mais on a bien démontré aujourd'hui que nous avions des batteries qui ne prenaient pas feu du tout, même si on détruit des cellules.
L'autre élément, j'ai déjà expliqué, le fast charging, qui est permis grâce à une température contrôlée, alors que sur une plaque froide, évidemment, on finit par atteindre la limite. Et enfin, la durée de vie. Alors là, la démonstration complète reste à faire. Nos essais aujourd'hui nous conduisent à déduire que la durée de vie est significativement augmentée. Un facteur essentiel qui l'explique, c'est surtout que le gradient thermique au sein d'une batterie est le principal contributeur de vieillissement. Grosso modo, c'est le maillon faible, la cellule la plus chaude qui tire tout le monde vers le bas et qui fait que la batterie va vieillir prématurément. Nous, dans notre cas, le delta thermique qu'on arrive à gérer entre les extrêmes des cellules au sein d'une batterie est de moins de 2 degrés Celsius, 2 degrés Kelvin. La techno, elle est basée sur deux éléments majeurs, donc un BMS, BTMS d'un côté, du fluide électrique et la possibilité de le faire avec n'importe quel type de cellule. Donc, nous n'avons pas réalisé la totalité des essais possibles imaginables avec tous les types de cellules. On maîtrise bien les cylindriques, les prismatiques et on débute sur les poches. En tout cas, pour les cylindriques et les prismatiques aujourd'hui, on a la possibilité de déclinaison de pas mal d'applications. Sur les fluides électriques, on a un certain nombre de concurrents aujourd'hui sur la planète. On n'est pas très nombreux à faire de l'immersion, mais on est les seuls aujourd'hui à avoir en base de données testée plus de 35 fluides issus du monde de la chimie ou du monde du pétrole. La majorité des fluides les plus intéressants sont des huiles. Et évidemment, parmi ces huiles, celles qui nous intéressent le plus sont celles qui sont biodégradables. Elles sont peu nombreuses, mais il y en a et avec des performances intéressantes. Bien évidemment, on a un certain nombre de brevets qui nous permettent de soutenir cela. On n'est pas les seuls à détenir des brevets, mais on a de quoi aujourd'hui opérer sans problème particulier vis-à-vis des autres acteurs du marché. Pour voir l'architecture globale de ce que pourrait être une batterie à immersion, là vous avez un exemple de construction modulaire sur un véhicule 100% électrique. Le module qui est en place, un module qui s'appelle First chez nous, qui fait un peu plus de 6 kWh unitaire. Donc vous avez l'ensemble qui est représenté. Vous avez un véhicule avec 60 kWh qui est configuré avec donc une boucle froide, puisqu'évidemment le liquide de refroidissement interne à la batterie doit être lui-même refroidi. Et donc, la boucle froide va être plus ou moins complexe. Vous allez voir, en fait, les divers technos, fonction de la cellule et fonction de l'application sur lesquels on doit aller pour développer la boucle froide. La construction du pack batterie lui-même, principale contrainte au regard de ce que sont les constructions de packs batterie traditionnelles, avec ou sans plaque froide, c'est que nous devons gérer aussi une étanchéité au fluide de façon à permettre d'éviter que, le fluide s'en aille, mais surtout que des polluants pénètrent à l'intérieur, en particulier de l'eau, puisque nous devons conserver un caractère diélectrique parfait du fluide, sans quoi vous comprenez bien évidemment que si on fait baigner des cellules et des busbars dans un fluide qui finirait par être conducteur, ça pourrait faire des dégâts. Donc là aussi, on a une transposition du niveau de safety qui est plutôt au niveau de la boucle froide qu'au niveau de la batterie elle-même grâce à la présence du fluide. Pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est la boucle de refroidissement, là c'est un exemple d'une construction possible sur laquelle vous avez donc la boucle du fluide diélectrique qui est à droite avec la batterie, avec la possibilité d'avoir un réchauffeur. Ça c'est pour les cas d'application sur lesquels on va faire des démarrages à froid. On va pouvoir réchauffer la batterie beaucoup plus rapidement. C'est possible avec une plaque froide, mais ça prend un peu plus de temps. Je sais que les constructeurs vous proposent aujourd'hui aussi de mettre en préchauffage de votre voiture le matin avant de partir. Dans notre cas, nous, on va beaucoup plus vite puisque nos démarrages, c'est comme le préchauffage de diesel quasiment lorsqu'on est dans une situation froide. Mais évidemment, l'objet principal de la boucle ne va pas être de réchauffer, mais va être surtout de refroidir. Et là, pour refroidir, on va interfacer, pardon, j'ai ma souris qui a été trop vite, on va interfacer le circuit de refroidissement batterie avec une boucle installée sur le véhicule qui peut être partagée avec le système de clim ou le refroidissement du moteur ou toute autre boucle de refroidissement sur laquelle on va avoir les principes classiques d'une clim avec le condenseur et l'évaporateur. Quelques exemples de modalités de refroidissement par immersion, les plus classiques. Celle qui est pas super performante mais qui est assez facile à mettre en œuvre, celle qui consiste à faire simplement baigner les cellules dans un fluide et d'utiliser les éléments de convection qu'on va avoir. Donc la circulation du fluide dans ce cas-là n'est pas forcée et on va avoir un petit refroidissement peu efficace. Ce genre de choses
En essai, c'est intéressant, mais en application automobile, moins fréquemment. À l'extrême opposé, des choses qui pourraient permettre de faire des choses assez sympas dans le futur, c'est technologie de spray. Alors, il y a des détenteurs de brevets sur le sujet, nous ne les possédons pas, mais nous travaillons avec eux. Sur lesquels là on minimise la quantité de fluide autour de cellules et même principe que sur un certain nombre de refroidissements qui sont utilisés aujourd'hui sur d'autres applications, le spray dans ce cas-là va arroser spécifiquement la cellule ou le bus bar aux endroits des points chauds. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a plein d'injecteurs. Nous, ce que nous sommes en classique, et nous avons 3 familles de produits aujourd'hui développés, c'est ce qu'on appelle l'immersion totale, sur laquelle donc, la totalité des cellules du bus bar et de l'électronique baigne dans le liquide de refroidissement. Et on a une pompe de circulation et à l'extérieur, donc, des radiateurs et échangeurs avec le reste de l'environnement. Les produits que nous avons développés, puisque la startup aujourd'hui a quand même pas mal travaillé, on a 2 produits terminés, en essai, dont certains ont fait l'objet de livraison auprès de clients. Ces familles-là, donc on a le premier qui s'appelle la famille First. C'est le premier qu'on a fait, donc on l'a appelé First. Hein, c'est pas très original, mais c'est ainsi. Celui-ci est plutôt typé puissance, hyperpuissance. On peut faire de la recharge rapide, mais c'est surtout tiré de l'hyperpuissance. Et on en parle juste après pour l'hydrogène. C'est cette techno-là qui devient très intéressante avec l'hybride. Nous avons à l'extrême opposé une situation sur laquelle on a une configuration avec en cellules prismatiques sur des batteries type IP recharge ultra rapide. J'ai quelques données de caractéristiques sur notre site web, ou si vous nous contactez, on peut vous passer les fiches techniques. Je ne vais pas les détailler là, ça serait trop long. Construction modulaire, pour vous faire court, on a des modules qui sont de l'ordre de 5 à 6 kWh et des assemblages batteries pour des applications automobiles qui sont aux alentours de 100%, du 100% électrique, de 50 à 60 kWh maximum. Dans le cas de l'hybride hydrogène, nous allons faire un focus sur un dérivé du module First qui fait l'objet aujourd'hui d'une réalisation dont je ne peux pas vous révéler le nom. Il reste confidentiel encore à l'heure actuelle. Mais si vous suivez l'actualité d'ici la fin de l'année, la voiture qui va tourner avec ça sera présentée au public. Les caractéristiques de la batterie dont je peux au moins vous parler, à défaut de vous parler du véhicule, c'est une batterie de très petite taille, puisque ce sont 2 modules, enfin 3 modules par demi-batterie qui constituent un ensemble de 8 kWh, en 2 x 4 kWh, qui permettent de tirer une puissance très nettement supérieure à celle de la Zoé, puisqu'on est à 380 kW dans ce cas-là, alors qu'on a une batterie qui fait seulement 88 kg. Donc, c'est une toute petite batterie qui permet de sortir une hyperpuissance. En gros, sur le véhicule, on se retrouve avec le réservoir, c'est l'hydrogène, la source d'énergie pour le long range, c'est l'hydrogène, et l'interface entre la pile à combustible et le moteur, c'est la batterie, et c'est une batterie donc, qui est minimisée, qui est miniaturisée, mais avec une technologie de refroidissement permettant d'atteindre des puissances très élevées. Donc, c'est une batterie qui cycle en permanence. Bien évidemment, c'est standard de construction, que ce soit pour le BMS ou pour la batterie, c'est effectivement dans le respect des réglementations, en particulier la R100 qui a été citée tout à l'heure. Et bien évidemment aussi l'UN38.3, en tout cas, vibration, choc et vibration. Et ces feux et ces éléments destructifs d'emballement thermique. Que vous dire de plus sur ce prototype? Donc, il est basé sur des cellules cylindriques d'un format un petit peu nouveau, c'est la 26650, donc, qui est le dernier né des formats cellules cylindriques. C'est du LFP dans ce cas-là. Nous avons une autre construction avec du NMC. Donc là-dessus, nous sommes un peu agnostiques vis-à-vis de l'aspect électrochimie. La seule chose, c'est que l'électrochimie permettra d'aller chercher plutôt de la puissance émise, plutôt de la recharge rapide ou un hybride entre les deux. Là, le cas d'espèce, c'est sur lequel on va avoir des hyperpuissances de sortie et des recharges régulières grâce à la pile à combustible. Au-delà de cette application, ce que nous visons, c'est d'abord et avant tout des secteurs qui sont aujourd'hui déjà consommateurs
d'hybridation hydrogène, en tout cas qui soit sur route, de l'hybridation hydrogène qui vole ou autre, il y en a déjà depuis un certain temps. Sur la route, disons, vous connaissez tous le H24, on n'est pas dessus, malheureusement, on aimerait bien, mais on n'y est pas. Ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est les autres à côté qui ont déjà fait quelques démos sur le Dakar en 2022 et qui pourraient avoir des batteries venant de chez nous. On n'a pas gagné encore, hein, on est en train de travailler là-dessus, permettant d'avoir ce genre de véhicule qui fonctionne avec nos batteries d'hyperpuissance. Là, je vous parle essentiellement du domaine élite et compétition. C'est celui par lequel nous abordons le marché chez Immersive. Bien évidemment, l'atterrissage à terme pour nous, c'est le mass market. Nous ne serons pas fabricants pour le mass market, c'est évident. Hein, on ne pourra pas, ce sera plutôt du licensing pour les constructeurs. Nous sommes persuadés, c'est que les batteries, il faut arrêter la course à l'armement et faire des batteries non pas plus grosses, mais plus petites, hein, toujours plus petites. Et dans le cas de l'hydrogène, c'est justement typiquement le cas. Avoir la batterie la plus petite possible pour laisser la place à la pile à combustible, bien sûr, et aussi et surtout au réservoir hydrogène. Il faut retenir que l'atout supplémentaire de la batterie d'immersion, c'est que ce n'est pas d'emballement thermique, hein, donc vis-à-vis d'une chaîne complète de propulsion où l'hydrogène peut porter problème. On fait confiance aux gens qui fabriquent des piles à combustible et qui fabriquent des réservoirs pour maîtriser la sécurité. Et si en plus ils fonctionnent avec une batterie qui en aucun cas ne peut prendre feu ou propager le feu, ça peut être intéressant pour nous. Et enfin, un autre élément non négligeable, c'est que quand on est avec une batterie tampon pour de l'hydrogène, c'est une batterie qui va cycler énormément. Et dans ce cas-là, évidemment, le refroidissement immersif va être un atout majeur pour pouvoir avoir une durée de vie de la batterie conforme à ce que l'on peut attendre sur un véhicule de ce type-là. Sinon, bien évidemment, on aura une batterie pour faire une course, ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les usagers. Alors, si c'est une course compétition, c'est encore admis. Si c'est pour un usage du type camion routier ou train ou autre, là, ce n'est plus du tout tolérable. Et dans ce cas-là, il faut effectivement maîtriser un refroidissement pour avoir une durée de vie la plus augmentée. Je n'ai pas regardé l'heure du tout, Sébastien, donc j'en suis à la fin. Je n'ai pas regardé non plus si vous avez des questions. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Claude. On est bien dans le timing. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont manifestées dans le chat. Je te laisserai regarder, mais ils ont donné leurs coordonnées par rapport au datasheet que tu as évoqué. Okay. Donc voilà, je te laisserai transmettre les informations. Oui. Globalement, les questions, on a une question autour des développements batterie sodium. Est-ce que c'est pris en compte dans le cadre de la stratégie immersive? Deuxième question, tu as évoqué sans doute le poids et l'encombrement, enfin le poids des batteries. Une question sur les dimensions en point d'interrogation. Donc j'imagine la question, c'est quand on dit plus petite, c'est quel type de dimension, typiquement sur le cas d'usage que tu as évoqué sur des véhicules hybridés hydrogène. Dernière question sur, donc c'est 3 questions en une. Hein. Et une dernière question sur la capacité, est-ce que vous avez déjà identifié côté immersive les laboratoires qui permettent les tests des batteries R100, R10, R134, etc. Voilà. J'ai le temps de répondre à la question là maintenant ou pas? Très rapidement. Alors, je fais à l'envers. On est adossé à une société qui est donc l'actionnaire principal s'appelle ExoS, c'est un labo d'essai. Et quand les limites de ce labo d'essai sont atteintes, on a à quelques centaines de mètres de chez nous un autre gros labo qui s'appelle Serma Énergie, que certains d'entre vous devez connaître, hein, et c'est essentiellement là que l'on fait. Ça n'exclut pas que l'on puisse réaliser des essais ailleurs, ça arrive aussi, bien évidemment, quand il s'agit d'essais mécaniques, par exemple, ou CEM. Mais pour les essais spécifiques batterie, on est presque autonome de notre côté. Donc, pour les autres questions vis-à-vis de l'aspect taille, alors je ne l'ai pas cité spécifiquement parce que je ne peux pas vous le dire, mais grosso modo, je peux quand même vous dire qu'un module de 4 kWh, c'est approximativement 30 cm de large, 50 à 60 de long sur la hauteur de la cellule plus l'épaisseur d'un casing. C'est tout petit. Donc, la batterie fait 80 kg en 3 modules. Chaque module, on le transporte à la main. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du swap pour autant avec ça, mais c'est très petit par rapport à ce que ça permet de faire en termes de puissance.
D'accord. Et le sodium, le sodium, Ouais. alors sodium CATL, je ne connais pas. Le sodium thiamate, oui, nous connaissons. Nous n'avons pas encore travaillé sur des refroidissements immersifs des cellules sodium de thiamate, mais ça pourrait venir, on l'espérions en tout cas. Ça peut faire des choses assez intéressantes là aussi. Mais je suis preneur des informations du sodium chez CATL parce que je ne connais pas. Ok. Merci beaucoup pour les réponses, Claude. Et puis, alors je vois que ça échange beaucoup dans le chat, donc c'est très bien. Malek a évoqué là, dans une des réponses les problématiques d'encombrement au niveau constructeur, au niveau des véhicules. C'est effectivement un vrai sujet chez les constructeurs de véhicules automobiles, mais aussi sur d'autres profils d'utilisation. Donc, ça me fait la transition toute faite avec la dernière présentation d'Arnaud Couty pour la société VFA qui va vous présenter un retour d'expérience d'un intégrateur dans le domaine. Voilà. Bonjour à tous, ravi de participer à ces échanges que je trouve toujours très intéressants et instructifs. On verra qu'il y a effectivement beaucoup de parallèles entre tout ce qui vient d'être dit et notre rôle d'intégrateur. Donc, je suis chef de projet pour la société EFA et on va essayer de trouver quelques éléments de réponse sur cette question, batterie ou H2, comment on fait pour hybrider, quels sont les enjeux, quelles sont les solutions. Et puis, comment on fait pour décider si on fait un véhicule pile à combustible hydrogène ou tout électrique. Donc, en gros, aujourd'hui, on va parler, on va essayer de démystifier un petit peu ce que c'est qu'une pile à combustible, de quoi c'est composé, comment ça marche, pour comprendre justement un peu les enjeux. Et puis, on va confronter cette technologie-là à des caractéristiques dynamiques de charge électrique. Typiquement, un véhicule qui a une fonction de traction, il accélère, il stabilise sa vitesse, il freine. Voilà. Et quelles sont les possibilités et les impossibilités d'une pile à combustible par rapport à ça, quelles sont celles de la batterie, et puis on va conclure un petit peu ensuite sur comment on oriente la conception d'un engin mobile. Donc on est centré effectivement sur les mobilités vers un tout électrique ou une hybridation pile à combustible batterie ou seulement pile à combustible, on verra. Donc, un mot de FA déjà, on est un groupe franco-allemand qui concevons et commercialisons d'abord des composants, mais aussi des systèmes électriques globaux, cohérents, pour les engins mobiles et l'industrie. Ce qu'on entend par engin mobile, c'est essentiellement les engins mobiles off-road. Donc, au sein du groupe, on est environ 150 personnes, même un petit peu plus maintenant. Et on se répartit, disons, 25 personnes pour l'ingénierie, environ 55 personnes en production également. On fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça c'était pour l'année dernière, et on travaille essentiellement avec des constructeurs d'engins mobiles, parfois aussi avec des équipementiers et en de rares cas avec, en tout cas sur des applications très spécifiques avec des installateurs, des utilisateurs, loueurs, etc. Et je le disais, ce qu'on considère comme engin mobile off-road, c'est essentiellement les marchés de l'agriculture, de l'aéroportuaire, les véhicules électriques en général, TP, ferroviaire, qui se développent beaucoup aussi, dans l'industrie avec tout ce qui est intralogistique, AGV, AMR, etc. Et puis également la défense, pas mal. Quelques exemples de clients qui sont pour nous dans notre panel et qu'on accompagne plus ou moins dans la conception ou la production de leurs engins. Donc, on a deux activités en fait chez EFA, une activité centrée composants, donc distribution, et une activité dont je fais partie et qui nous intéresse plutôt aujourd'hui, EFA Controls. Donc là, on est plutôt sur des projets sur mesure qui impliquent de l'ingénierie, qui impliquent la mise en œuvre de solutions spécifiques à partir de standards du marché, la plupart du temps, et qui parfois demandent petite partie développement également. Voilà.
Donc, notre offre, elle s'articule en 3 volets, que ce soit sur la partie composants ou sur la partie controls. Donc, le contrôle commande d'abord. Ensuite, une partie détection, navigation, localisation, etc. Où on va retrouver tout ce qui est plutôt capteur, perception, etc. Et puis la mobilité électrique au sens large, du chargeur à la roue, globalement. Et donc, là où on fournit les composants pour faire tout ça à des constructeurs sur la partie FA Components, sur la partie FA Controls, on s'applique à les intégrer de façon cohérente et optimisée pour aboutir à un prototype, une industrialisation série, et puis depuis la genèse, c'est-à-dire la préétude, la comparaison d'architecture, etc. On a 2 ateliers de production en France et en Allemagne qui sont en mesure de câbler des sous-ensembles, et donc on est en mesure de fournir des sous-ensembles pré-câblés, pré-programmés, pré-configurés en série à des constructeurs de véhicules qu'on accompagne parfois sur le câblage de véhicules complets dans le cadre de prototypes. Et ensuite, le constructeur assure la série derrière. Voilà, donc j'ai un peu précisé ce qu'on fait, pour qui on travaille. On fait partie, et ça nous tient à cœur, d'être actif dans des pôles de compétitivité liés aux mobilités. On est accompagné, je vais en dire un mot, sur un projet France Relance. On est agréé crédit d'impôt, innovation et recherche, ce qui nous permet d'accompagner encore mieux, encore de façon plus optimisée nos clients. Et on est ISO 9001 sur l'ensemble de nos activités. Un mot sur le projet H2FA qui a démarré en fin d'année dernière et avec lequel on ambitionne de devenir intégrateur de piles à combustible hydrogène pour accompagner naturellement, dans le prolongement déjà de notre activité sur l'électrification, les constructeurs d'engins mobiles dans l'intégration de ces piles, puisque il y a des fabricants de piles et de composants auxiliaires, etc. Il y a des constructeurs et l'intégration, ou en tout cas la préétude de viabilité, de comparaison, de choix d'architecture, de dimensionnement, etc., on voit qu'il y a quelques difficultés sur ces sujets-là qu'on se propose de combler et en qualité d'accompagnant. Donc, on a défini un budget d'1,2 million d'euros pour faire ce qu'on a appelé les premiers pas. Concrètement, ça s'articule en 3 phases. Une qui est déjà terminée, qui consistait à faire l'état de l'art, monter en compétences techniques, staffer nos équipes sur cette thématique en particulier, avoir une bonne vision marché et être capable d'avoir une expertise et un regard sur les sujets qu'on nous soumet. Là, on a entamé une deuxième phase qui est l'étude de cas d'application sur des machines plutôt complexes, plutôt off-road, et puis donc d'en passer par de la simulation, par de la comparaison, avant de se lancer dans la réalisation physique, j'allais dire, dans un dernier temps, où on va intégrer avec un vrai client qui a une vraie application qui est vraiment viable, parce que l'idée, c'est pas de faire un démonstrateur pour faire un démonstrateur, c'est qu'il ait une vraie viabilité et une vraie performance attendue sur le marché. Donc voilà, en partenariat avec un ou des constructeurs à la suite. Donc, pour faire une petite introduction aux piles à combustible, je ne vais pas vous refaire un cours de chimie. Globalement, on cherche à faire une oxydoréduction qui nous permette par combustion contrôlée de produire de l'électricité, de l'eau et de la chaleur sans dégagement de NOx. Donc, on a ici une petite animation qui permet de voir ici le dihydrogène se séparer catalytiquement à l'anode. On va rediriger les électrons. Pour rappel, un déplacement d'électrons, c'est de l'électricité. C'est ce qu'on cherche. On va dévier ces électrons dans le circuit électrique. Pendant ce temps, on va conduire dans une membrane électrolytique les protons H+, qui vont retrouver à la cathode des atomes d'oxygène ainsi que l'électron perdu, et tout ça va dégager de la chaleur et on va reformer une molécule d'eau, ce qui est plutôt pratique en termes d'émissions. Donc on comprend ici plusieurs choses.
D'abord qu'il faut amener tous ces fluides dans une pile à combustible, ça ne se fait pas tout seul, qu'il faut contrôler un rapport, qu'on appelle rapport stoichiométrique, dans la rencontre, disons, simplement de ces composés chimiques, qu'on émet seulement de l'eau en déchets, si j'ose dire, eau qui peut par ailleurs être valorisée, réutilisée dans un véhicule, dans un procédé quelconque, ou simplement évacuée sans pollution. Et puis on comprend aussi que s'il y a chaleur, il y a aussi perte, et il y a une question de rendement quand même à prendre en compte. Donc maintenant qu'on a vu ce qui se passe dans une cellule de pile à combustible, eh bien voyons de quoi est composé le stack. Donc, ce qu'on appelle un stack, c'est un ensemble de cellules. Une cellule, c'est ça si on le décompose ensuite. Donc, c'est composé d'un assemblage membrane-électrode et de plaques bipolaires qui permettent la circulation des gaz. Et donc, on empile pour avoir la puissance et la tension souhaitée, et ben, une multitude de cellules, et on verra comment on dimensionne cet empilement par la suite. Et puis, on gère par des plaques bipolaires entre chaque cellule une étanchéité des gaz pour ne pas mélanger le comburant et l'oxydant, et assurer la circulation en parallèle des gaz alors qu'on associe en série des cellules. Donc, une pile à combustible, le stack, il ne fonctionne pas tout seul. Je le disais, il faut lui amener les fluides, il faut gérer sa dissipation thermique, le refroidir, par exemple. Il faut gérer le circuit électrique avec des conversions, etc. Donc, on a on a une vue un peu vulgarisée à droite là, et un schéma de principe à gauche. On voit qu'il y a plusieurs circuits auxiliaires de distribution de l'hydrogène, de distribution de l'air qui va être filtré, compressé, humidifié pour assurer la meilleure réaction possible à l'intérieur de la pile et protéger la pile et lui assurer une vie la plus longue possible. On a une partie refroidissement, on a une partie traitement du déchet qui est l'eau, et tout ça, c'est à intégrer. Donc on arrive à faire des choses relativement compactes, c'est tout l'enjeu, sans oublier dans les mobilités off-road notamment, l'isolation par rapport aux vibrations par exemple, la distribution de puissance, etc. Donc là, une vue d'un schéma qui n'est encore pas tout à fait exhaustif qu'on a pu réaliser pour une préétude. Donc là, l'idée, c'est pas de rentrer forcément dans le détail, mais c'est simplement de voir que on a toute une série de capteurs, de vannes, d'électrovannes, de détendeurs, de filtres, de purgeurs, de compresseurs, d'humidifieurs, que tous ces éléments-là se contrôlent, que tous ces éléments-là se dimensionnent, et que du coup, c'est justement le rôle de l'intégrateur, en fonction des préconisations du fabricant du stack, qui a fait le choix de cellules particulières, de pouvoir l'intégrer pour réaliser les performances souhaitées. Puisqu'il y a des capteurs, puisqu'il y a des actionneurs, il y a besoin de contrôle-commande. Donc, en reprenant schématiquement tous les différents circuits hydrogène, air ou oxygène, refroidissement, circuit d'inertage aussi, puisqu'il faut penser maintenance. Donc, quand on a à intervenir, il faut pouvoir inerter, c'est-à-dire on envoie de l'azote concrètement, qui est un gaz inerte et qui est non inflammable. Pour nettoyer et neutraliser les circuits. Il y a des considérations parfois, dans certains cas, de recirculation, soit de fluide, soit de réutilisation de l'eau, de réutilisation en cogénération de chaleur, etc. Et tout ça se pilote. Donc, un gros aspect contrôle-commande.
Dans l'intégration d'une pile à combustible sur un engin, il faut aussi se confronter aux contraintes d'encombrement, de poids, de rendement global du système, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des solutions surdimensionnées, vu qu'on va chercher du poids de l'encombrement. Il faut quand même avoir le meilleur rendement possible. Donc ça, c'est en partie au contrôle commande de répondre à ces enjeux-là. Et puis, on a une partie aussi considération de l'environnement, c'est-à-dire les températures d'utilisation, de fonctionnement des machines, les contraintes des auxiliaires aussi, les vibrations, j'en parlais, la poussière, voilà. Et puis, une autre contrainte non négligeable qui est la sécurité. Voilà, où est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on implante chacun des composants, des circuits de ce système, comment on assure de maîtriser en cas de défaillance les purges, les arrêts, etc., pour éviter un emballement du système et un risque pour la sécurité des utilisateurs. Et pour poursuivre, on va essayer de zoomer un petit peu déjà sur la cellule, comment on dimensionne une cellule et comment on confronte ça à une charge électrique type. Donc là, on a ce qu'on appelle une courbe de polarisation d'une cellule PEMP, donc assemblage membrane-électrode, à échange de protons, comme je viens d'évoquer. On n'évoquera aujourd'hui que cette technologie-là parce que c'est la plus répandue. Il y en a d'autres. Dans le mobile, il y a aussi les SOFC, mais qui fonctionnent à beaucoup plus haute température et qui pour le moment, ne sont que très peu utilisés. Donc, pour une cellule PMP, la courbe de polarisation est celle-ci. Alors, on part d'une tension unitaire, hein, c'est un petit peu comme une cellule de batterie finalement. Ici, la tension de départ est d'environ 1,23 volts. Alors, pourquoi la tension évolue? Parce que par activation et en fonction de la densité de courant, on parle de densité de courant parce qu'on est sur une surface qui permet la réaction, et donc on parle d'ampères par centimètre carré en fonction de la surface de la membrane que je présentais tout à l'heure. Et par activation, on a des pertes dues au déplacement, au transfert de charge. On a des pertes ohmiques dues à la résistance des différents composants du circuit, et on a des pertes par dissipation également. Donc, la courbe de polarisation d'une cellule, elle permet de déterminer une courbe de puissance qu'on a dessinée ici, en fonction de la densité de courant. Donc là, on voit assez facilement que si on veut joindre la puissance maximale délivrable par la pile, on essaiera de travailler plutôt dans cette zone ici. Et qu'en revanche, on va abaisser nécessairement la tension. Et il faut savoir que dans une pile à combustible, le rendement il est proportionnel à la tension. Donc, plus on va aller chercher ce coin-là de la courbe, plus on aura un rendement mauvais et plus on va solliciter la pile. Ça paraît logique. Voilà. Donc, pour poursuivre sur cette notion de zone de travail et de rendement, on cherche toujours à travailler dans une plage de puissance optimale. Donc ici, on voit que ça va se situer entre 0,7 volts, aux environs un peu en dessous du nominal de la cellule, jusqu'à ici la puissance max 1 ampère par centimètre carré. Ça ne servira à rien d'aller au-delà. Et donc, on tombe à 0,6 volts pour la cellule qui a été prise en exemple. Donc, comment on dimensionne? On essaie de chercher déjà en puissance pic ce que va pouvoir nous fournir la cellule. Là, j'ai pris un exemple pour être très très simple et pas rendre les calculs trop compliqués sur une membrane de 10 cm par 10 cm. Donc, on a 100 cm². À puissance maximale, on a dit qu'on tombait à 1 ampère par centimètre carré. J'ai fait une petite coquille ici. Et donc, la tension à ce point de fonctionnement-là va être de 100 cm² par
par 0,6 volts fois 1 ampère par centimètre carré. Et donc, on va avoir une cellule qui va être capable de produire au maximum en instantané 60 watts. Donc, si on souhaite 600 watts de puissance pic, ben, on met 10 cellules qu'on assemble dans un stack et on peut obtenir nos 600 watts. De même pour la puissance nominale, et ben, même exercice. Ici, par exemple, on a une cellule qui, pour 60 watts max, en nominal, délivrera environ 50 watts. Et donc, on aura environ 500 watts avec un stack de 10 cellules en puissance nominale. Donc, ensuite, Arnaud, juste, il reste 3 minutes. Ouais, bah, ça va être très bien. Si on confronte ça à une machine simple, donc on prend l'exercice sur une simple traction, on accélère, on maintient une vitesse et on décélère. Et ben, si on regarde la puissance moteur en vert qui va être sollicitée, on voit qu'il y a besoin de beaucoup de puissance lors de l'accélération et qu'à l'inverse, on a une possibilité de régénération au freinage. Et on constate que la pile à combustible seule ne peut pas répondre ni lors de l'accélération ni lors de la régénération à ces manques ou récupération d'énergie-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'hybrider. Et donc l'enjeu de l'hybridation, c'est de permettre de répondre au manque d'énergie-là en délivrant plus de puissance, ce qu'une batterie peut faire, par exemple, et de pouvoir emmagasiner l'énergie régénérée au freinage. Donc là, l'idée, c'est d'avoir la batterie la plus petite possible, la moins encombrante possible, la moins lourde possible, capable de répondre aux appels en puissance et de régénérer le plus possible. Et donc ça, donc on peut utiliser des batteries, des super capacités également. Et on va devoir assembler toutes ces sources d'énergie et contrôler qui gère quoi, enfin qui répond à quels appels, qui recharge quoi dans ce bus d'essai. Voilà, donc ça passe par des convertisseurs pilotés notamment, avec une stratégie de quelles sont les sources à mettre à contribution en face de quelle charge, quelle est la puissance que chaque source va injecter sur le bus, et qui va en bénéficier. Est-ce que ça va être la charge directement, le moteur? Est-ce que ça va être une batterie, une supercapacité, etc. Donc, sur un exemple 5 de traction, on prend un exemple d'automobile, c'est assez facile d'estimer le point à partir duquel il devient moins coûteux de passer sur un véhicule hybridé pile à combustible hydrogène ou de rester en tout électrique. Par exemple, Toyota a estimé qu'à partir de 150 km, puisque la batterie seule ne permet pas l'autonomie, surdimensionner cette batterie pour gagner en autonomie, ça voudrait dire augmenter considérablement les coûts. Et donc, il est intéressant d'hybrider et de décorréler la capacité d'énergie, qui serait dans le réservoir hydrogène, de la puissance délivrable. Mais ça, c'est valable pour une fonction simple. Quand on étudie un système multiphysique plus complexe, comme ici une nacelle élévatrice qui a des auxiliaires, qui a beaucoup de cas d'utilisation, de modes d'utilisation, du coup, il devient nécessaire, en fonction de l'autonomie souhaitée, de connaître un peu plus profondément les cycles d'utilisation. Donc, les cycles d'utilisation, ils vont nous permettre d'optimiser la gestion de l'énergie lors de l'utilisation. Par exemple, cette nacelle-là, elle a une phase de préparation, elle a une phase de mise en voie, elle a une phase d'attente, de roulage à différentes vitesses, de mouvement de bras ou de panier, de travail, etc., etc. Et la sollicitation en charge dynamique n'est pas la même à chaque fois. Donc, pour faire ça, on a plusieurs pistes. Soit on va instrumenter la machine et faire des mesures en conditions réelles pour connaître la vraie charge dynamique sollicitée par la machine. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une mesure réelle. Par contre, c'est difficile à mettre en œuvre si on n'a pas une machine existante représentative et un cas d'utilisation représentatif.
Et du coup, on peut aussi faire ça par prototypage numérique. On a entendu parler tout à l'heure de model-based design et de simulation de systèmes multiphysiques. C'est tout à fait une piste qui permet d'estimer les performances, de comparer des architectures, de modéliser des charges et des réponses à ces charges et de faire du cyclage, différents cyclages selon différentes architectures. Et tout ça doit être bien sûr ensuite validé en vrai sur une machine. Ça permet d'appréhender le sujet à moindre coût, on va dire. Et puis, un autre moyen de connaître les cycles d'utilisation des machines, quand même, c'est parfois les normes ou les référentiels. C'est-à-dire, pour comparer les autonomies de différents types de machines, si on prend le cas d'une nacelle élévatrice, par exemple, il y a un test qui fait référence qui s'appelle le test de Peter Hurt, qui, en gros, vous dit pour déterminer l'autonomie d'une nacelle élévatrice, vous devez faire 30 mètres en avant à vitesse max, vous vous arrêtez, vous attendez tant de temps, ensuite vous dépliez votre mât, tous vos bras, etc., votre mât télescopique s'il y en a un, à fond, ensuite vous tournez le panier de 90 degrés, etc., etc., etc. Et une fois que tout ça est fait, on a réalisé le cycle d'utilisation d'une machine et on peut dire, voilà, mon autonomie est de tant de cycles pour la nacelle élévatrice, et ce qui permet aussi de comparer d'un constructeur à l'autre. Donc ça n'existe pas pour toutes les machines, mais ça peut être une base aussi et une donnée d'entrée, par exemple, en simulation, qui est assez utile lorsqu'on n'a pas la machine sous la main ou disponible pour faire de l'instrumentation. Et donc, pour conclure, batterie ou H2, en fait, les deux, puisqu'on a vu que on ne peut pas, dans une application mobile, ne se servir que d'un système pile à combustible. Il y a toujours une hybridation qui nécessite des sources d'énergie externes au système. Rien que pour démarrer cette pile, en fait, il va nous falloir une petite batterie. Il faut pouvoir récupérer l'énergie, sans quoi on la perd, ou il faut la dissiper d'une autre façon en chaleur, ce serait dommage. Et ça nous permet des optimisations. Donc, l'hybridation, c'est pas vraiment l'hybridation ou non, c'est quel type d'hybridation? Est-ce que c'est pack supercapacité, puis à combustible batterie, ou les trois? Comment on gère la stratégie de gestion d'énergie sur le véhicule en fonction des cycles d'utilisation également? Il est plutôt là le choix, en fait. Batterie ou H2, je dirais plutôt pour les applications mobiles, les deux. Et il faut voir comment, et pour voir comment, il faut rapporter ça à la complexité de la machine et en découle des cycles d'utilisation connus, des choix d'architecture qui correspondent. Alors, quand passer du tout électrique à l'hybridation pile à combustible, et en fait, globalement, quand l'autonomie, le besoin d'augmenter l'autonomie ou d'alléger le véhicule est présent, on va aller vers ces solutions-là. Pourquoi? Parce qu'un système hybridé pile à combustible batterie va avoir globalement 2 fois plus d'autonomie pour le même poids qu'un système batterie seul. Voilà. Alors ça dépend évidemment des technos, donc c'est un ordre de grandeur, mais c'est l'idée générale. Quand la batterie, elle n'a pas de contraintes particulières d'encombrement, de poids, etc., et elle correspond à l'autonomie souhaitée, il est souvent plus intéressant de rester en véhicule électrique sur batterie. Quand on veut augmenter l'autonomie, prolonger l'autonomie, on va passer en fuel cell. Voilà. Et en prolongement, bien sûr, je n'ai pas eu le temps de développer ces sujets-là aujourd'hui, mais il ne faut pas négliger d'autres contraintes qui sont à prendre en compte dans la conception, dans l'intégration et dans l'utilisation de ces véhicules hybridés H2, liés à la sécurité, à l'avitaillement en hydrogène, qui est quand même une clé de la viabilité de ces sujets-là, et puis à la maintenance également. Voilà pour ça. Parfait. Merci Arnaud pour la présentation qui était très claire. Voilà, on a dépassé un peu le timing, mais je vois qu'on a conservé pas mal de participants, donc il y avait un vrai intérêt au sujet. On n'a pas de questions dans le chat relatif à ce stade,
à ce sujet. Et puis si ça venait, je suis à disposition pour évoquer ces sujets un peu plus en détail ou en technique. Tout à fait. Vous saurez où me trouver, voilà. Ouais, bon, on a vu tes coordonnées dans tous les cas, et puis on a diffusé un petit sondage, donc en cas d'intérêt aussi pour rentrer en contact avec les intervenants, évidemment, on fera les mises en relation qui vont bien, selon les sujets qui méritent d'être creusés à vos niveaux. Donc, encore une fois, merci à tous. Il est l'heure de clôturer ce webinaire. Donc, merci évidemment à tous nos intervenants. Merci à vous pour votre participation, à vos réponses au sondage. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine session d'information. Merci encore. Merci, à bientôt. Merci. Salut Sébastien. Merci, au revoir. Au revoir.